Cette semaine, pour le dernier JDL de la saison, nous allons aborder un sujet qui a souvent fait l'objet d'émissions au sein du média, les victimes de violences policières. Naël, Souheil, Adam, Olivio, la liste est malheureusement trop longue pour tous les citer, mais on ne les oublie pas, leurs familles et leurs proches encore moins. Au-delà du chagrin, c'est la colère qui aujourd'hui les habite, parce que les policiers, auteurs des tirs qui leur ont coûté la vie, sont soit trop souvent encore au poste et même acquittés, parfois même pas mis en examen. Et comme si cette impunité ne suffisait pas, une loi est dans les tiroirs, un texte sur la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, une façon de donner aux policiers un permis de tuer et d'invisibiliser toutes les victimes de violences policières. De nombreux collectifs s'associent pour dire non à cette loi, dont Save, Stop aux violences d'État. Samia El-Khelfaoui en est la cofondatrice, elle est avec nous aujourd'hui, et Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris, il est également membre du SAF, le syndicat des avocats de France. Le JDL, c'est parti. Bonjour Samia. Bonjour. Raphaël Kempf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord planter le décor. Cette loi dont je viens de parler sur la présomption de légitime défense des tirs policiers va être déposée par un député LR. On va l'écouter tout de suite. Il faut aller voir le problème de la climatisation aujourd'hui, c'est du concret ça. Et puis surtout, il faut envoyer un signal de reconnaissance vis-à-vis de nos policiers et de nos gendarmes. C'est avant tout un texte qui va enfin protéger ceux qui nous protègent. Il ne s'agit pas d'instaurer une présomption de légitime défense, il s'agit d'instaurer une présomption d'usage légitime des armes. Je rappelle que les policiers et les gendarmes, c'est la force à la loi, c'est la force légitime. Mais nos textes aujourd'hui fait que lorsqu'ils doivent se servir de leurs armes, de manière encadrée, avec un protocole, ils sont formés, ils sont expérimentés, ils doivent se justifier de pourquoi ils ont utilisé leur arme. Nous, ce qu'on veut instaurer, c'est une présomption d'usage légitime de l'arme. On a écrit le texte en coproduction, j'allais dire, avec le ministre de l'Intérieur actuellement. Il sera voté, je l'espère, le mardi 7 juillet, pour qu'on inverse la charge de la preuve et pour qu'un policier qui a une fraction de seconde lorsqu'il est dans ces situations n'ait pas à douter de ce que la République va lui demander après. Raphaël Kempf, je vais d'abord m'adresser à vous, l'homme de loi. Il y a déjà la loi Cazeneuve de 2017. Il y a également l'article 435.1. Vous le rappelez, Samia, dans le communiqué commun pour dire non à cette loi, que depuis son adoption, au moins 35 occupants de véhicules ont été tués par les forces de l'ordre, soit 5 fois plus qu'avant. Cette loi, la loi Cazeneuve, indique qu'un policier ou un gendarme peut ouvrir le feu sur une personne qu'il pense, qu'il estime, donc c'est à lui de juger, susceptible de représenter un danger. Donc ça, c'est déjà inscrit. J'aimerais savoir qu'est-ce qui serait différent si cette PPL serait votée. Eh bien, cela instaurerait une présomption de légitimité de l'usage des armes par la police. C'est-à-dire que par principe, on considérerait que le policier a fait légitimement usage de son arme, ce qui aboutirait inversement à dire que la personne qui est visée par le tir, cette personne est présumée coupable. Parce qu'effectivement, si on dit que le tir est légitime, la personne sur qui on a tiré pouvait légitimement être ciblée, être visée. Il faut bien comprendre que dans le droit, lorsque un policier fait usage de son arme, normalement, ce tir est une violence ou un meurtre lorsque cela a abouti à ce qu'une personne soit décédée. Et ce n'est que dans un second temps que, éventuellement, par exception, ce meurtre ou cette violence peut être justifié par certains critères comme la loi Cazeneuve. Eh bien, la nouvelle loi là, qui sera débattue, et nous l'espérons qui ne sera pas votée par l'Assemblée nationale mardi prochain, cette nouvelle loi inverse ce principe en disant toute violence commise par l'État, tout meurtre commis par l'État est par principe légitime et peut éventuellement être considéré illégitime de façon exceptionnelle. Donc ce renversement va aboutir à des effets psychologiques terribles. Vous avez mentionné la loi Cazeneuve et la hausse du nombre de tirs et de meurtres policiers à la suite de cette loi. Lorsqu'on élargit le champ d'usage des armes par les policiers, on envoie un message psychologique aux policiers qui se sentent désormais autorisés à faire plus et encore plus usage de leurs armes. Donc moi je pose la question aux parlementaires qui s'apprêtent à voter cette loi. Est-ce qu'ils veulent vivre dans une société dans laquelle les policiers pourront plus
tirer. C'est ça la question fondamentale. Veut-on des policiers qui font usage de leurs armes plus souvent ? Samia, vous avez cofondé SAVE, Stop aux violences d'État. Vous êtes également la tante de Souheil. Il a été tué par la police alors qu'il avait 19 ans. C'était le 4 août 2021. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le 4 août 2021, Souheil, à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai, a subi un contrôle routier, comme des centaines de Marseillais et des centaines de milliers en France tous les jours, quoi. Donc à la base, c'est censé être un contrôle ordinaire, mais ce contrôle ordinaire a abouti à un tir mortel, un tir à 70 cm du cœur de mon neveu, par un policier stagiaire, un policier en formation donc, qui, parce que Souheil a pris peur lors du contrôle et a enclenché une marche arrière, lui a mis une balle dans le cœur. Aujourd'hui, notre inquiétude par rapport à cette PPL, et c'est même plus qu'une inquiétude, c'est que cet article 435-1 qui a élargi les conditions de tir a provoqué une mortalité au bénéfice de ce bouclier qui a été offert aux policiers. Demain, si en fait on atteint l'étape 2, la première étape leur a permis le droit de tuer. La deuxième étape leur permet de ne pas avoir à rendre de compte. Déjà, quand on est victime de violences policières, le parcours est extrêmement difficile. Et si demain, en fait, il n'y a plus de garde à vue, parce que c'est ce qui va se passer, les policiers n'iront plus en garde à vue. Donc, en fait, la parole ne sera plus protégée. Il pourra y avoir de la concertation. Il n'y aura plus de préservation de la zone du meurtre, puisqu'en fait, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte. Donc, il n'y a pas de procureur qui est nommé. Demain, des vidéos qui peuvent être essentielles à la manifestation de la vérité ne seront plus demandées. Et les vidéos, c'est souvent des serveurs externes qui, en fait, si on ne les demande pas dans les premiers mois, on les a plus. Donc aujourd'hui, en fait, si cette loi est votée, cette loi va provoquer plus de mortalité. Et quand on regarde la géographie, en fait, des victimes de violences policières et des victimes de l'article 435-1, c'est quand même toujours les mêmes. L'impunité policière, elle va perdurer et elle va même s'accroître. Mais ce qui ne changera pas, c'est la couleur et c'est l'origine des personnes qui vont être atteintes par cette loi. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'en fait, c'est une loi qui est présentée par le gouvernement. Le gouvernement, donc l'État, son rôle est d'être garant de nos vies. Si un tir mortel est effectué, jusqu'aujourd'hui, le rôle de l'État était de s'assurer, en fait, que c'était nécessaire, qu'il y avait une proportionnalité, que c'était la seule issue pour le policier. Donc, en fait, le droit à la vie représentait quelque chose. Si demain, cette loi passe, en fait, le droit à la vie n'existe plus réellement. Et en tout cas, on ne sera plus sur un pied d'équité en termes de vie. Et ça, c'est faire rentrer la France dans un système qu'aucun Français ne devrait accepter. On sort d'un État constitutionnel. On sort d'un État européen, c'est-à-dire régi par les mêmes règles partout. Et on offre, en fait, un tapis rouge à l'extrême droite, puisqu'il faut savoir que ce texte, donc de présomption de légitime défense, c'est un texte qui a été porté il y a 40 ans par Jean-Marie Le Pen, qui a été ensuite en héritage à sa fille Marine Le Pen. Les LR ont essayé de le faire passer en janvier, et aujourd'hui, c'est notre gouvernement, et donc c'est Laurent Nunez lui-même qui le met à l'ordre du jour. Le ministre de l'Intérieur. Samia, tu le rappelais à juste titre, si cette loi passe, le policier auteur des tirs mortels ne sera pas placé en garde à vue, c'est bien ça. Quelles seraient les conséquences dans la recherche de la vérité ? Comme Samia Al-Khelfaoui vient de l'indiquer, il n'y aura plus de préservation des traces et indices sur la scène de crime. On considérera que le tir est légitime par nature et que par la suite, ce sera au procureur qui, à mon avis, aura une certaine réticence à le faire, mais surtout aux familles des victimes, de démontrer que le tir était illégitime. C'est la version inédite de la charge de la preuve qui est prévue dans cette loi. Ça veut dire quoi exactement ce concept ? Tout d'un coup, ce n'est pas au policier de démontrer qu'il avait le droit de tirer, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui.
Mais c'est à l'accusation, c'est au procureur, mais en réalité aux familles de victimes, de démontrer que le policier n'avait pas le droit de tirer. Et je pense que c'est important, comme Samiel Khalfaoui vient de le faire un petit peu, de revenir sur l'origine. On sait que c'est une proposition de l'extrême droite, et d'une certaine manière, on vit aujourd'hui une époque liberticide, où il y a une fenêtre d'Overton qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'un ministre d'un président qui s'estimait, qui s'est présenté il y a 10 ans comme étant libéral, Emmanuel Macron, vient aujourd'hui reprendre une proposition de l'extrême droite, ce qui doit nous alerter et nous inquiéter profondément. Il y a encore une dizaine d'années, un peu plus, il y a 15 ans, en 2012-2013, au Sénat, la droite avait fait la même proposition sur la présomption de légitime défense. Et à l'époque, la droite elle-même, en commission des lois au Sénat, avait finalement renoncé à cette proposition, avec même la police, le directeur général de la police nationale qui, en 2012-2013, dit « Je ne veux pas de la proposition de loi sur la légitime défense, la présomption de légitime défense, parce que cela met en danger les policiers en créant un cadre juridique incertain pour encadrer le tir des policiers. » Donc on est dans une situation tout à fait stupéfiante où il y a 15 ans, cette proposition était jugée dangereuse juridiquement, contraire à la Constitution, contraire au droit européen, et même des policiers et la droite s'opposaient à ce texte. Et aujourd'hui, on a les Républicains qui la soutiennent. D'ailleurs, que dit la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à cette PPL ? La Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas prononcée sur cette PPL, naturellement, parce que le texte n'est pas passé et nous espérons qu'il ne passera jamais. Ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle oblige les États membres du Conseil de l'Europe à fixer un cadre juridique clair permettant aux policiers de savoir précisément les situations dans lesquelles ils peuvent ou pas faire usage de leurs armes. Et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a rappelé que les policiers ne peuvent utiliser leurs armes qu'en cas d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Concrètement, ça veut dire que si vous avez, comme cela s'est passé par exemple il y a quelques semaines, le soir de la finale de la Ligue des Champions et la victoire du PSG, un grand nombre de personnes faisaient la fête. Et moi, je défends une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui est étudiante, qui est belge, qui est venue avec une amie pour passer un bon moment à Paris, profiter de la finale de la Ligue des Champions, et qui, vers 1h du matin, a pris au visage un tir de LBD, alors qu'elle ne représentait strictement aucune menace, qu'au moment où les faits se sont déroulés, au moment où le crime policier s'est déroulé, eh bien, il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Elle rentrait simplement chez elle, avec son amie, pour aller chercher sa voiture et rentrer en Belgique vers 1h du matin. Quelles seraient les conséquences pour Sarah si cette PPL passe ? Eh bien, on considérerait que le policier qui lui a tiré dessus, avec son LBD, eh bien, aurait légitimement, par principe, fait usage de cette arme et que, d'une certaine manière, Sarah est présumée coupable de quelque chose. De quoi on ne sait rien parce qu'elle ne faisait que marcher, mais elle serait présumée coupable parce qu'on lui a tiré dessus et qu'un policier aurait légitimement fait usage de son LBD. Donc on est dans cette situation stupéfiante où la droite vient aujourd'hui proposer cette loi à la suite d'un processus parlementaire absolument scandaleux. Il faut lire le rapport de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est un rapport qui est truffé d'erreurs juridiques. Pour vous donner un exemple, Samiel Khalfaoui, vous parlez de l'article 435-1 et de la loi Cazeneuve de 2017. Eh bien, dans ce rapport, il est écrit que cette loi a été validée par la Cour de cassation et la CEDH dans des décisions de 2014. Donc on a des députés qui sont censés fabriquer la loi, qui sont censés être juristes, qui en fait vous disent qu'une loi de 2017 a été validée par des décisions de 2014, ce qui est absolument ahurissant. Et dans le cadre de ce débat, seuls des policiers et des gendarmes ont été entendus par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une loi, eh bien, on entend tout le monde. On entend les familles de victimes, on entend les avocats, les avocates, on entend des chercheurs, des chercheuses qui travaillent sur cette question. On entend tous les points de vue. Eh bien là, la droite parlementaire n'a entendu que des policiers et des gendarmes pour aboutir à la fabrication de ce texte. Moi, ce qui me stupéfait dans cette PPL, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de nous dire à chaque procès, à chaque intervention d'un avocat qui défend des policiers, que les policiers n'ont pas leur tir. Ils ont un nombre de tirs. Ils doivent faire 3 fois des séances de tir dans l'année qu'on ne peut pas leur faire. On nous explique qu'en fait, il y a besoin de beaucoup de policiers en France et qu'il n'y a pas eu d'autre choix que de devoir abaisser la note d'entrée pour avoir suffisamment de policiers qui rentrent dans la police. On nous explique que, en fait, lorsqu'il y a meurtre, que
quand vous suivez les procès, on vous dit que, en fait, ils ont paniqué, ils savaient pas. La notion de discernement, elle n'est pas évidente parce que, justement, il y a toutes ces carences. Et aujourd'hui, en fait, l'article 435-1 leur a donné le droit de tirer et donc de tuer, puisque quand ils tirent, ils vous expliquent très clairement que c'est dans le but de neutraliser la personne, sinon ils ne le font pas. Donc, on va dire que c'est un droit de tuer et non de tirer. Il est égal à celui des gendarmes. Et aujourd'hui, on renforce encore plus la situation, alors même que cet article de loi, l'article 435-1, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'en fait, il ne correspondait pas, que le cadre était flou et qu'il empêchait un policier d'avoir un discernement réel, puisqu'on demande à un policier, au moment du stress, de devoir décider si susceptiblement, alors qu'il n'est pas en danger lui-même ou quelqu'un de sa brigade, si cet individu peut être un danger futur. Et en fait, on lui demande de décider. Et quand il décide, il se trompe parfois. Il y a eu notamment récemment le cas du procès d'Olivio Gomez, où on a très clairement vu que le policier qui a tiré a été inculpé. Il a pris 10 ans. D'ailleurs, c'est le seul, il me semble, qui a été condamné. C'est pas le seul, mais c'est la plus grosse peine. D'accord, donc 10 ans de prison ferme. Il y a eu Damien Samoudjan, qui avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis devant la cour d'assises en appel pour avoir tué et tiré dans le dos de Amin Bentounsi en 2012. Et c'est à la suite de ce meurtre, qui n'a pas été qualifié meurtre par la cour d'assises, mais en tout cas c'est à la suite de cette mort qu'il y a eu un renouveau de la revendication par les syndicats de policiers de la présomption de légitime défense. Et c'est en 2012, à la suite de ce meurtre, que Nicolas Sarkozy a invité à l'Élysée des syndicats de policiers qui lui ont fait part de cette proposition, qui est une vieille revendication. On l'a dit tout à l'heure. Si cette proposition était adoptée, quelles pourraient être les conséquences à moyen terme, même à long terme, sur les relations entre la population et les forces de l'ordre? Je m'adresse à toi, Samia. Alors, je pense que si cette loi est votée, c'est même certain, notre pacte sociétal ne peut pas tenir, puisqu'en fait, la légitime défense était une légitime défense pour tous. Les policiers et nous, on avait le même niveau de légitime défense. Avec l'article 435, la légitime défense des policiers est sortie du cadre de tout un chacun pour entrer dans le code de sécurité intérieure avec cette loi. Donc il y a déjà ce régime spécial. Ce régime spécial a provoqué cette mortalité-là. Malgré les difficultés pour les familles de se défendre, il y avait quand même un cadre juridique sur lequel nos avocats, les familles, etc., essayaient et parfois arrivaient à prouver que, en fait, le tir n'était pas légitime. L'État était garant de cette protection-là et donc de s'assurer que s'il y a tir mortel, il n'y a pas d'autre possibilité. Jusque-là, la doctrine a toujours été « en cas de doute, ne tirez pas ». À partir du moment où, en fait, on dit aux policiers que chaque tir qu'ils effectuent est un tir légal, on n'est plus dans un biais d'équité. Et du coup, je ne vois pas comment il n'y aura pas des répercussions énormes sur les policiers qui vont du coup, être de plus en plus détestés, parce que c'est évident. Et je ne vois pas comment, en fait, les personnes qui sont victimes de cette police ne vont pas se révolter encore plus et donc provoquer un chaos national. Il y a un moment donné où, en fait, le droit à la vie est le même pour tous, qu'on soit blanc, noir, arabe, issu des quartiers populaires ou pas. Et on ne peut pas vivre dans un État, on ne peut pas être un citoyen de seconde zone. Et aujourd'hui, si ce texte est voté, en fait, on explique très clairement qu'il y a des indésirables et que ces indésirables, en fait, leur vie ne compte pas, ou en tout cas n'a pas le même niveau de valeur que les autres. Donc en fait, le pacte citoyen est rompu. Oui, parce qu'il faut le dire, Raphaël Kempf, instaurer cette loi, c'est dire aux policiers, si vous tuez, si vous êtes auteur d'un tir mortel, de toute façon, la justice, quoi qu'il en soit, vous protège.
C'est ça, c'est-à-dire que si vous êtes auteur d'un meurtre ou même d'une mutilation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, ça s'applique à tous les cas d'usage des armes, des plus graves. Donc des armes létales, à des armes de poing. À ceux qui sont moins graves, c'est-à-dire LBD ou grenades explosives qui peuvent aboutir, et nous le savons, à ce que des gens perdent un œil, perdent une main, un pied. Le signal qui est envoyé, pour reprendre les mots même du directeur général de la police nationale en 2013, par ce texte, c'est un signal permissif envoyé aux policiers. Et ce qui est ahurissant, c'est de voir que des arguments qui avaient été utilisés en 2013, aujourd'hui, ne semblent plus empêchés, comme si une digue avait sauté, comme si aujourd'hui, on pouvait reprendre sans aucun problème des propositions de la droite et de l'extrême droite, et qu'on accepte d'aller dans un régime, on va dire, autoritaire ou arbitraire, en ce sens très précis, d'un point de vue technique et juridique, que finalement, la décision et l'encadrement de l'usage de la force et de la violence par l'État passe de la loi vers le libre arbitre du policier. Et c'est vraiment ça le changement profond qu'instaure ce texte. C'est-à-dire que normalement, c'est à la loi de dire les policiers, parce qu'ils agissent au nom de l'État, c'est-à-dire en notre nom à tous et toutes, nous leur avons confié en notre nom une part d'exercice de la violence. Eh bien, ces policiers ne sont plus encadrés par la loi, non plus un texte de loi auquel se référer, mais c'est eux-mêmes dans leurs décisions, dans leur arbitraire, dans leur libre arbitre, dans leur capacité intellectuelle exactement, qui vont décider s'ils peuvent ou pas faire usage de la violence, parfois même de la violence meurtrière. Donc c'est ce déplacement-là qui est grave, et on sait très bien que les régimes arbitraires se construisent, les régimes autoritaires se construisent sur une moindre limitation du pouvoir des agents de l'État. On passe de la loi au libre arbitre de l'agent de l'État. Samia, est-ce que tu attends aujourd'hui encore quelque chose de la justice? Si tu peux nous rappeler brièvement où en est l'affaire judiciaire par rapport à Souheil. Alors, l'affaire j'étais déjà venue en discuter il y a un moment. Pour synthétiser, Souheil est mort, une enquête a démarré. Au moment du classement sans suite, en fait, on a découvert que l'objectif même de l'enquête, et donc le travail premier de l'IGPN, était de tout faire, sauf de découvrir la vérité, puisqu'en fait, ils n'ont pas récolté les vidéos qu'il fallait, ils n'ont pas reçu les témoins qu'il fallait, ils ont fait disparaître, avec un procès-verbal signé du procureur, des vidéos au sein du tribunal. Donc derrière, on a fourni des preuves, l'enquête a été réouverte, on a fait appel au doyen des juges d'instruction pour qu'un juge soit nommé. Un juge a été nommé, un juge d'un profil très particulier, puisqu'il s'agissait d'un ancien commandant de sous-marin nucléaire qui, à la retraite, s'est dit « Tiens, si je devenais juge d'instruction », et c'est lui qui nous a reçus. Ce juge a dit dès le premier jour à mon frère qu'en fait, il était d'une corporation, les marins, et qu'en fait, il ne pouvait envisager qu'un tir policier soit illégitime, mais que toutefois, il allait enquêter. Pendant 2 ans, il a systématiquement refusé toutes nos demandes d'actes. Nous avons essayé de dépayser, ça n'a pas fonctionné. Nous avons essayé de faire appel à ses refus, ça n'a pas fonctionné. Et 2 ans plus tard, je regarde avec mes enfants les JO à la télé. Il se trouve que j'avais suivi pendant longtemps sur les réseaux sociaux le policier tireur, puisque j'avais découvert son nom au moment du classement sans suite. J'avais découvert qu'il avait eu plusieurs jours d'ITT parce qu'il était traumatisé du tir, jeune policier qui avait fait un tir, et donc c'était très difficile pour lui. J'avais découvert qu'il était policier sportif, et donc qu'il essayait de concourir pour les JO dans son activité qui était le BMX. J'avais découvert que 15 jours après le tir, il faisait des loopings à Barcelone, sourire aux lèvres, alors qu'il était censé être dévasté par le tir. Et donc je l'avais beaucoup vu. Du coup, forcément, quand je l'ai vu à la cérémonie des JO, même s'il était fardé en Napoléon avec du talc blanc sur le visage, je l'ai reconnu immédiatement. Et là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, on a contacté des médias. Les médias se sont rapprochés du juge, et on a découvert que quelques jours avant, en fait, il avait été mis en statut de témoin assisté par ce juge, ancien commandant de sous-marin nucléaire, qui avait été muté à Pointe-à-Pitre et qui avait fait une petite note avant de partir en disant... Ça, on ne l'a pas su à ce moment-là, mais il avait dit le dossier a disparu, je ne sais pas, il est où depuis 2 ans. Une nouvelle juge a été nommée. 6 mois après, cette juge nous a écrit en nous disant est-ce que vous avez des éléments, parce que tout dans le dossier des scellés a disparu, y compris la balle.
La balle qui a tué mon neveu a été également effacée par cette enquête. Du coup, il y a eu des questions au gouvernement. Le dossier a été retrouvé derrière l'imprimante du juge d'instruction d'il y a 2 ans avant. Donc la recherche, dis donc, elle a été vraiment exceptionnelle. Derrière ça, on a été reçu par le procureur dit anticorruptible de Marseille, qui nous a expliqué que c'était pas volontaire, que c'est très mal géré, que grâce à nous, en fait, ils ont compris qu'ils devaient préserver les scellés et que maintenant, il y allait avoir des box, ils nous les ont montrés, etc. Enfin, voilà, qu'on a servi de cas d'école. Depuis, la juge est toujours sur le dossier. Depuis, il y a toujours autant de refus de demande d'actes. Comme la plupart des familles, les reconstitutions sont très douloureuses, voire impossibles à obtenir, parce que la manifestation de la vérité semble être pour eux quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Ce que ça nous a montré, notre expérience avec Souheil, c'est que déjà avec ce cadre de loi flou qui leur a permis de tirer, et avec une police qui est l'IGPN qui enquête sur sa propre police, il est très difficile d'obtenir la vérité si il n'y a pas de vidéos ou des choses extérieures. Et que les premiers moments de l'enquête sont décisifs pour qu'il puisse se passer quelque chose. Dans le cas du procès d'Olivier Comes, c'est justement parce qu'il y a une juge qui a été nommée, il y a un travail qui a été fait immédiatement, il y a une préservation des preuves qui ont été faites. Dans le cas de mon neveu, il n'y a pas eu de garde à vue, il n'y a pas eu d'enquête, et donc rattraper ça est extrêmement dur. C'est pas un cas isolé. La disparition des zélés, ce genre d'enquête malmenée, c'est assez récurrent chez les familles. C'est pas une erreur, un pas de chance. C'est un système qui fait tout pour en fait user les familles et faire en sorte que les dossiers soient enterrés avec nos morts. Donc, si on alerte aujourd'hui, c'est que déjà le parcours aujourd'hui est un parcours excessivement exigeant, excessivement épuisant, excessivement injuste, irrespectueux vis-à-vis des familles qui doivent déjà, en tant que famille victime, devoir affronter l'institution avec un minimum d'armes, puisqu'en fait, on travaille sur des lois. Aujourd'hui, si ce texte passe, on n'aura plus aucun argument possible. Et donc, c'est désastreux en termes d'équilibre et en termes de dangerosité pour les Français. Raphaël Kempf, que souhaiteriez-vous dire aux députés qui examineront ce texte mardi ? De voter contre, tout simplement, de se renseigner un minimum, de penser aux familles des victimes et de se demander dans quelle société ils veulent vivre. Veulent-ils vivre dans une société dans laquelle des policiers pourraient se comporter comme des cow-boys et utiliser leurs armes quand ils le pensent utile et légitime, sans être contrôlés correctement par la loi et la justice. Raphaël Kempf, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, membre du SAF, le syndicat des avocats de France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Samia Kafaoui, merci. Je rappelle que tu as cofondé Save Stop aux violences d'État et que tu es la tante de Souheil, tué par un tiers policier. Merci. Est-ce que je peux rajouter un tout petit mot ? Je voulais juste dire qu'en fait, il y a une pétition qui circule. On va vous la montrer là, à l'antenne. Il serait important de la signer, que ça ne concerne pas uniquement les familles victimes de violences policières. Demain, un tir, comme l'a évoqué tout à l'heure Raphaël, peut toucher n'importe qui. Donc en fait, c'est nécessaire de défendre nos droits. Je rappelle qu'en fait, pour que ce texte ne passe pas, on a besoin que les députés, notamment centristes, restent dans l'arc républicain et n'oublient pas que ce qui doit primer, c'est le droit à la vie. Et sur ces députés centristes, il faut qu'une centaine d'eux, à minima, soit à peu près 50%, soit sur le chemin de la raison. Et donc, on attend tous d'eux, en fait, qu'ils agissent dans le cadre républicain. Il ne s'agit pas d'un débat police-anti-police. Il s'agit d'un débat sur la vie, la valeur de la vie, le droit à la vie qui doit être égal pour tous. Et dans un pays qui vient de panthéoniser Robert Badinter, parce qu'on a été dans les premiers à abolir la peine de mort, on ne peut pas laisser faire ça. Merci. Merci. Et je rappelle, c'est une pétition à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Pour la signer, c'est très simple. Il suffit de cliquer, de suivre le chemin. Ça vous prend que quelques secondes. Merci en tout cas, vous deux, d'avoir été là.
Alors que la France suffoque sous les vagues de chaleur, la colère monte chez les locataires de logements mal isolés, ces bouilloires thermiques où les températures deviennent parfois insupportables. Une pétition baptisée « Pas de volet, pas de loyer » a déjà recueilli près de 24 000 signatures. Soutenue par l'association Droit au logement, elle interpelle le gouvernement sur l'urgence de protéger les millions de personnes qui vivent dans des logements inadaptés aux épisodes de canicule. Mais le DAL met aussi en garde contre les appel à la grève des loyers. Son porte-parole, Jean-Baptiste Ayrault, rappelle qu'une suspension prolongée du paiement peut entraîner une procédure d'expulsion. Alors attention, il recommande aux locataires de rester prudents et de privilégier des formes de mobilisation limitées, comme la suspension temporaire du prélèvement automatique. Pour l'association face à l'intensification des canicules, l'urgence n'est plus au report, mais à l'obligation de réaliser immédiatement les travaux nécessaires. Nouvelle journée de colère pour les ambulanciers après une première mobilisation nationale à Paris. Des professionnels venus de Loire-Atlantique, de Mayenne, de Sarthe, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor ont mené ce mercredi une opération escargot pour dénoncer une profession qu'ils estiment abandonnée. Leur constat est sans appel, des tarifs de transport quasiment figés depuis 2018, pendant que le prix du carburant, lui, augmente, les charges et le coût de la vie explosent. Les fédérations du transport sanitaire alertent donc sur une situation devenue intenable. Elles affirment que les entreprises ferment, que les salariés quittent le métier et que la continuité des soins est désormais menacée. Les manifestants réclament donc une revalorisation immédiate de leur tarification et des mesures d'urgence. Et il n'y a pas que les ambulanciers en grève. Les salariés du SAMU social de Paris sont en grève reconductible depuis le 23 juin à l'initiative de la CGT. Le syndicat dénonce une dégradation continue des conditions de travail, mais aussi et surtout une baisse des moyens consacrés à l'hébergement d'urgence. Au cœur de la contestation, la suppression annoncée de près de 1200 nuitées d'hôtel destinées aux personnes sans abri. Et ça ne passe pas auprès des travailleurs sociaux. Ils ont été appelés à la convergence des luttes le 30 juin. Piquet de grève, rassemblement, manifestation. Nos équipes André Manivit et Erwin Magie étaient sur place. Reportage. Au-delà des questions ponctuelles sur nos services, si on veut véritablement mettre un stop au carnage généralisé, il faut construire un rapport de force à la hauteur. Et cette jonction aujourd'hui, c'est une première étape pour nous tous. Après, je vais laisser la parole à des personnes que nous on accueille par défaut parce que le 115 n'a pas les moyens de leur donner des solutions. Je viens d'Ardèche. J'ai été de mes 17 ans à mes 22 ans à la rue. En peut-être 5 ans, et aucune chance d'avoir un hébergement stable, un travail stable, une vie stable. Et nous appelons le 115 tous les jours. Sur un seul appel, on a 4 heures d'attente. Et sur les 4 heures d'attente, on attend peut-être 10 heures avant d'avoir une réponse. Sauf qu'on n'en a pas sur les 10 heures d'attente. Ça se rejoint évidemment, parce que ça fait partie de même politique. Nous avons beaucoup de différentes situations, telles que les malades, on a les enfants en développement scolaire, les divorcés, familles, les célibataires, les femmes enceintes. Avoir un lieu où on peut dormir et sur le même lieu on peut se laver, sur le même lieu on peut manger. Mais là, on est tout le temps sur pied avec nos effets personnels. On se sent gêné, notre dignité est bafouée. Avec la chaleur, on n'a pas où se baigner, où se laver. On a les bagages au dos, les bagages dans la main. L'humanisme demande à ce qu'on ait un logement. À partir du logement, on se développe et on participe au développement de la France. On est là en soutien. Nous aussi, on part par ricochet toutes les personnes, en tout cas les familles et les femmes seules à la rue parisienne qui se retrouvent à la rue, qui n'ont pas de solution avec le 115. Elles se retrouvent sur notre permanence. Parfois, les écoutants et écoutantes sont contraints d'orienter vers nous, ce qui n'est pas normal que l'État oriente vers des associations indépendantes. Et du coup, ce que fait la direction du 115, c'est qu'elle a procédé en février à des intimidations et des menaces de licenciement parce qu'ils avaient orienté vers nous. Alors qu'eux, ils souhaitaient juste trouver une solution. Et donc nous, on est parfaitement reliés au 115 parce qu'en fait, quand on dit non à une personne, elle se retrouve chez nous. Et donc nous, on a affaire au même discours, aux mêmes personnes, aux mêmes violences. Et donc en fait, voilà, les familles qui sont un soir hébergées au 115, le lendemain, elles peuvent être hébergées par Utopia 56.
les maltraitances que subissent les travailleurs et les travailleuses, écoutants et écoutantes, elles ont que des personnes au téléphone à longueur de temps. Il y a une déshumanisation qui est voulue par cette organisation et ce système-là de ne pas avoir affaire aux personnes. Salut les collègues, on va commencer à se mettre en route. Se bat pour le social et le social se bat pour tout le monde. Et la jeune en colère, y'en a marre de la galère et le 115 en colère, y'en a marre de la galère. Réduction vraiment conséquente du nombre de places pour les hébergés, pour les usagers. Priorisation qui a évolué dans les critères et qui est de plus en plus difficilement humainement entendable. Et c'était déjà compliqué avant. On devait déjà tout le temps dire non car les places sont malheureusement insuffisamment disponibles. Et là, actuellement, on n'imagine même pas les conséquences, notamment sur la santé mentale de personnes qui sont déjà vulnérables et très fragilisées. Aujourd'hui, cette grève, c'est un moyen de dire on en a marre et on veut que vous soyez plus humains. C'est dégueulasse. Des agents de plusieurs établissements de l'État, parmi lesquels Santé publique France, l'Agence de la transition écologique ou encore l'Agence nationale de sécurité sanitaire, se sont mobilisés jeudi pour dénoncer ce qu'ils qualifient de démantèlement organisé de leur mission. Les syndicats alertent sur les suppressions de postes, les coupes budgétaires, la précarisation des emplois ou encore le recours croissant aux contractuels. Selon eux, affaiblir ces institutions, c'est prendre le risque de fragiliser la capacité de l'État à protéger les citoyens. Reportage Irving Maggi et André Manivit. C'est qu'une collègue de 15 ans d'expérience vient d'être licenciée, 3 CDD ne sont pas reconduits et un départ en retraite n'est pas renouvelé. Un poste n'est pas renouvelé. Donc on se retrouve la moitié de l'équipe en 3 ans de temps et on ne peut pas travailler bien dans ces conditions-là, sachant qu'on est mission d'utilité publique, on n'est pas un organisme public, on est une association loi 1901 qui s'est fondée au moment de la loi sur l'architecture de 1977 qui nous déclare d'utilité publique avec des missions d'intérêt public et donc qui doit au titre de la loi être financée et là on n'a plus que la moitié à peine des financements. Il faudrait que là maintenant tout de suite un fonds de soutien soit voté par le gouvernement qui a été proposé par les sénateurs mais qui n'a pas été voté. Le gouvernement a refusé de voter ce fonds de soutien donc en effet écoutons les sénateurs et faisons un fonds de soutien pour les CAE et les autres agences qui sont en péril en ce moment. Il y a pas mal de décisions qui s'apparentent à un démantèlement de l'agence avec plusieurs des missions qui sont retirées progressivement à l'agence. Donc on a parlé de l'établissement pharmaceutique, la réserve sanitaire et puis toutes les dispositifs de prévention, on appelle des campagnes de prévention qui sont a priori qui seront transférés au ministère chargé de la Santé ou à l'assurance maladie et avec des décisions dont on constate déjà les effets aujourd'hui puisqu'on voit une complexité en fait des démarches administratives et un blocage, carrément un blocage des campagnes de prévention qui sont mises en place depuis le début de l'année. Donc ça va au-delà d'une baisse massive de budget, c'est également un blocage en fait des campagnes de prévention qui n'ont pu être lancées ou qui tarderont à l'être. Alors qu'il n'a jamais fait aussi chaud, le gouvernement préfère mettre des milliards dans des porte-avions, dans de l'intelligence artificielle, plutôt que dans la transition écologique, plutôt que dans l'adaptation au changement climatique. Et moi j'ai envie de dire, ça c'est quelque chose que nous on ne peut pas accepter, d'autant plus que en ce moment même, les principaux opérateurs de la transition écologique, les principaux opérateurs des politiques sanitaires, d'aménagement du territoire, sont en train d'être dézingués par ce même gouvernement qui préfère les lobbies à l'expertise publique, qui préfère les cabinets de conseil à la recherche scientifique et indépendante. Et les premières victimes de tout ça, ce seront les citoyennes et les citoyens qui souffrent et qui seront amenés à souffrir d'autant plus avec le changement climatique.
Et on en a beaucoup parlé dans le journal des luttes. Nouveau revers pour les opposants à l'autoroute A69. Le Conseil d'État a définitivement validé l'autorisation environnementale du chantier entre Toulouse et Castres, mettant un terme au dernier recours engagé devant la justice administrative. Il estime que le projet répond à plusieurs objectifs d'intérêt général, la réduction du temps de trajet, l'amélioration de la sécurité routière ou encore le développement économique du territoire. Une décision vivement dénoncée par les collectifs écologistes mobilisés depuis longtemps contre la 69. Il rappelle que le chantier entraîne la destruction de terres agricoles, de zones humides, d'arbres et d'écosystèmes dans un contexte d'urgence. Et on le sait, urgence climatique marquée par des canicules de plus en plus fréquentes. Les collectifs écologistes dénoncent donc un déni climatique et malgré cette décision, ils affirment que la mobilisation ne s'arrêtera pas. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le JDL, c'est fini pour cette saison. On se retrouve à la rentrée avec toujours le même objectif, mettre en lumière vos luttes. Très belle journée sur le média.